Mes parents égoïstes ne sont pas venus à la fête du premier anniversaire de mon fils. Avec une audace frappante, ils ont déclaré qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils ne reconnaissent pas ce petit-fils. Calmement, j'ai répondu que je ne voulais plus jamais recevoir de demandes d'argent pour leurs dettes, leurs factures et leurs problèmes. Mon père a ri, mais la véritable surprise les attendait dans leur boîte mail. Avant, j'étais celui qui se taisait et ouvrait son porte-monnaie lorsque mes parents avaient besoin de moi. Je laissais passer leurs insultes, et quand ils dirigeaient leurs remarques vers Émilie, ma femme, je trouvais une excuse pour eux. C'est juste comme ça qu'ils sont, me disais-je, ils ne sont pas sérieux. Chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent, que ce soit pour le loyer, une réparation de voiture ou une urgence montée de toutes pièces, je leur envoyais de l'argent sans poser de questions. Cela durait depuis des années. Je le considérais comme un devoir, une loyauté déformée que j'avais héritée d'une enfance marquée par la culpabilité et la manipulation. Mon père avait sa façon de m'élever en me humiliant pour me soumettre. Il appelait cela « élever un homme ». Ma mère n'était pas très différente, mais elle était plus silencieuse à ce sujet. Lorsque j'ai épousé Émilie, leur désapprobation s'est transformée en quelque chose de plus affreux. Elle ne cachait pas son mépris. Émilie ne venait pas de la bonne famille. Elle n'avait pas fait d'études supérieures, et son métier dans le commerce de détail la rendait à leurs yeux indigne. J'ai passé des années à essayer de rabibocher les choses entre eux. Je l'emmenais dîner avec eux, bien que je sache qu'elle finirait en larmes. Je minimisais les commentaires qu'ils faisaient dans mon dos, même ceux qu'ils balançaient malencontreusement devant elle. Je me disais que je voulais seulement maintenir la paix. La vérité, c'est que j'avais peur de les affronter. Émilie ne m'a jamais demandé de choisir, mais je voyais dans son regard après chaque visite l'interrogation, épousait-elle un homme ou un enfant qui cherchait toujours l'approbation de ses parents? Ce n'est qu'à la naissance de notre fils Léo que les choses ont réellement pris un sens. Cette première nuit à l'hôpital, en le tenant dans mes bras, j'ai ressenti un éclair de clarté. C'était comme si je regardais la seule personne que je ne pouvais pas me permettre de décevoir, ni comme mes parents m'avaient échoué, ni comme j'avais échoué à Émilie. Cela m'a pris quelques mois, mais j'ai commencé à changer. J'ai cessé de répondre à leurs appels lorsque je ne voulais pas parler. J'ai arrêté d'envoyer de l'argent chaque fois qu'ils laissaient entendre qu'ils avaient besoin d'aide. J'ai commencé à prioriser ma petite famille, non par rébellion, mais par responsabilité. Puis vint le premier anniversaire de Léo. Nous avons organisé une petite fête, juste un barbecue dans le jardin, quelques voisins, les parents d'Émilie et quelques amis proches. J'ai invité mes parents plus par habitude que par réel désir. Je leur ai envoyé une invitation sans en attendre grand-chose. Quelques jours plus tard, mon père a appelé. Il n'a pas perdu de temps. Il a dit qu'il ne viendrait pas. Il a dit qu'il n'en voyait pas l'intérêt. Honnêtement, on n'a pas besoin de cela. Nous ne reconnaissons pas ce petit-fils, a-t-il déclaré. C'était tout. Pas d'explication, pas d'émotion, juste cela. Je n'ai pas insisté. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai simplement déclaré, d'accord, mais ne venez plus jamais me demander de l'argent pour vos dettes, vos factures ou vos problèmes. Il y a eu une pause, et puis mon père a ri comme si c'était une blague, comme si j'allais revenir en m'excusant dès qu'on me présenterait la culpabilité. Il n'avait aucune idée que j'avais déjà pris ma décision. 2 jours plus tard, je me suis assuré que cette décision soit dans leur boîte aux lettres, attendant comme un petit cadeau soigneusement emballé. Le fait est qu'ils ne manquaient pas seulement un anniversaire, ils allaient perdre bien plus que du gâteau et des ballons. L'enveloppe que j'avais laissée dans leur boîte n'était pas épaisse, mais elle avait du poids. À l'intérieur se trouvait une lettre, ni en colère, ni émotive, juste claire et définitive. J'y ai énuméré tout ce qu'ils m'avaient pris au fil des ans, chaque dollar que j'avais envoyé, chaque prêt que j'avais effacé, chaque humiliation silencieuse que j'avais endurée en leur nom. Et à la fin, il y avait un chiffre, 86 400. C'est ce que tout cela représentait. J'avais inclus un tableau récapitulatif détaillé, codé par couleur, mentionnant les dates et les transferts bancaires, des années en tant que leur bouée de sauvetage, tout cela documenté en noir et blanc. Je ne demandais pas cet argent en retour, ce n'était pas le but. Je voulais simplement qu'ils prennent conscience du coût, pas seulement financier, mais ce que cela m'avait coûté de rester silencieux. Mais ce n'était pas la véritable surprise. Quelques semaines avant cet anniversaire, j'avais enfin agi. J'avais coupé tout lien avec eux légalement. Je les avais retirés de mes contacts d'urgence.
J'avais révoqué la procuration qu'ils ne savaient même pas que je n'avais pas annulé et réécrit le testament qui les incluait généreusement, autrefois. J'avais transféré l'acte de notre maison uniquement au nom d'Émilie. J'avais même changé le bénéficiaire de ma police d'assurance vie. Chaque lien qui me rattachait à eux, financièrement ou légalement, avait été soigneusement tranché, mais j'avais gardé le meilleur pour la fin. L'enveloppe contenait aussi une note. J'avais engagé un avocat, un homme qui s'occupait de petites réclamations et de questions familiales, pour établir un cessez-le-feu. À partir de maintenant, il ne devait plus me contacter, ni ma femme, ni mon fils, ni directement, ni par l'intermédiaire d'amis ou de membres de la famille. C'était terminé. Je m'attendais à un silence pendant un certain temps, peut-être quelques messages vocaux furieux, mais 3 jours après, ma sœur a appelé. Je n'avais pas beaucoup parlé avec elle ces dernières années. Elle était toujours un peu un fantôme, entrant et sortant de notre famille comme si elle ne pouvait pas décider entre rester ou disparaître complètement. Je décrochai le téléphone en m'attendant à être réprimandé. Au lieu de cela, elle m'a dit qu'elle avait reçu la même lettre. Il s'avère que je n'étais pas le seul à être saigné à blanc. Pendant que je jetais de l'argent dans un trou noir, ils avaient également exploité ma sœur en secret. Son auto, sa carte de crédit, et même en signant comme garant d'un prêt dont elle n'avait jamais vu un centime. Elle semblait épuisée, comme quelqu'un qui venait de réaliser qu'elle se noyait depuis des années sans même s'en rendre compte. Et puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas, j'ai parlé à maman. Hier, elle était en larmes. Elle ne comprend pas pourquoi tu agis ainsi, elle pense que tu exagérais. Je n'ai rien dit. Elle ne comprend pas, Pon. Elle croit vraiment qu'elle n'a rien fait de mal. Cela ne m'a pas surpris. En revanche, ce qui m'a étonné, c'est ce qui a suivi. Ma sœur m'a dit qu'elle aussi avait tiré le trait, que ma lettre avait été un électrochoc, et qu'elle et son fiancé avaient décidé de couper les ponts définitivement pour déménager hors de l'État dans un mois. Elle m'a remercié, disant que je l'avais peut-être sauvée de devenir une copie conforme de ma vie. Puis elle m'a demandé si elle pouvait rendre visite à Léo avant de partir. Elle voulait rencontrer son neveu convenablement cette fois, sans toute cette agitation. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas prévu. Je mets fin à quelque chose, mais je commence aussi quelque chose de nouveau. 2 semaines après la fête d'anniversaire de Léo, mon père a finalement craqué, non pas avec des excuses ni un appel téléphonique, mais avec un seul email amer. Objet, qu'est-ce que c'est que tout ça? Pas de salutation, pas de ponctuation, juste 5 mots d'un homme qui a bâti toute sa vie en prétendant que rien ne pouvait l'atteindre. Je l'ai lu 2 fois avant de le fermer. C'était la première et la dernière fois que j'ouvrais quelque chose de sa part. Je n'ai pas répondu car cet email n'était pas destiné à moi, mais à reprendre le contrôle. Il voulait que je le poursuive, que je rompe le silence, que je lui explique pourquoi j'étais enfin en train de faire ce que j'aurais dû faire depuis des années. Mais parfois, le silence est plus puissant que les mots, surtout quand il ne reste plus rien à dire. C'est à ce moment que la véritable panique a commencé. Elle s'est manifestée par des appels d'apparents éloignés dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Mon oncle Jim, qui m'avait un jour demandé de l'argent pour une mauvaise investissement, a laissé un message disant que je devrais me réconcilier avec mes parents avant que les choses ne s'aggravent. Ensuite, ma cousine Karen a envoyé un message à Emily sur Facebook, lui demandant si elle pouvait me convaincre de revenir sur ma décision. Les appels se sont enchaînés, tous répétaient la même phrase, « Ce sont tes parents, tu n'en as qu'un ». Je les ai tous ignorés, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je réalisais enfin ce qu'ils faisaient, tirant sur tous les fils qui leur restaient. Mais ces fils étaient vieux, effilochés, et reliés à des personnes qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Ce qui a vraiment franchi la ligne, c'est quand ma mère a envoyé un message directement à Emily. C'était long et désagréable. Elle a dit qu'Emily m'avait empoisonné, qu'elle avait fait de moi un étranger, que Léo n'était pas réellement l'un des nôtres et ne le serait jamais. Elle a affirmé que nous étions égoïstes et que si nous voulions jouer ce jeu, nous perdrions plus qu'une simple famille. Elle a terminé par une phrase qui me hante encore, « Nous t'avons fait et nous pouvons te défaire ». C'est à ce moment que j'ai su qu'il ne s'agissait pas seulement d'un conflit familial, mais d'une guerre, et je n'avais pas l'intention de me battre avec colère, mais avec précision. J'ai d'abord appelé mon avocat. Je lui ai demandé d'ajouter le message au dossier de harcèlement. Nous avons commencé le processus pour obtenir une ordonnance de protection. Je ne souhaitais pas l'utiliser, sauf en cas de nécessité, mais je voulais qu'elle soit prête. Ensuite, j'ai commencé à prendre des mesures pour récupérer les choses qu'il prenait pour acquises depuis des années.
J'avais payé en silence des choses sans qu'ils se rendent compte de l'ampleur de leur contrôle. La facture d'électricité était à mon nom, alors je l'ai annulée. La facture de gaz a disparu. Leur forfait téléphonique faisait partie d'un plan familial que j'avais payé depuis l'université. Je l'ai annulé sans préavis. Le prêt de leur vieux SUV était toujours à mon nom. J'ai appelé la banque et signalé une utilisation non autorisée. La voiture a été récupérée en une semaine. Puis j'ai fait un peu plus de recherche. En 2019, mon père avait obtenu un prêt personnel à mon nom. Il avait dit que c'était pour des urgences familiales, et j'étais trop fatigué à l'époque pour me battre à ce sujet. Il avait signé mon nom, avait fait des paiements en retard à plusieurs reprises, et quand j'ai découvert cela, j'ai simplement payé moi-même pour protéger mon crédit. Mais j'ai gardé les documents, et maintenant j'ai porté plainte pour usurpation d'identité contre le prêteur et marqué le compte pour enquête. En 48 heures, leurs comptes bancaires ont été gelés, tous, chaque dollar bloqué, pendant que l'unité de fraude examinait chaque transaction associée à ce prêt. J'ai entendu cela de ma sœur, qui m'a envoyé un SMS, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Ils deviennent fous. Je n'ai pas répondu tout de suite, puis j'ai juste envoyé un message, j'ai enfin arrêté de les protéger. Apparemment, ils pensaient que je ne ferais jamais cela, que peu importe la situation, j'allais toujours être leur plan de secours, que je continuerais à les secourir, à subir des abus, à prétendre que nous formions une grande famille heureuse. Ils ne s'attendaient pas à ce que je brise cette illusion. Maintenant, ils se retrouvaient dans cette petite maison triste, sans chauffage, sans téléphone, sans voiture et sans accès à leur argent. Ma mère a essayé d'appeler d'un téléphone voisin, laissant un message en pleurs, demandant comment je pouvais faire cela à mes propres parents, disant qu'ils avaient peur, froid, qu'ils ne pouvaient même pas acheter de nourriture. Je ne me suis pas senti coupable. Je me suis senti éveillé, comme si je sortais enfin d'un brouillard qui me suivait depuis l'enfance. Émilie et moi avons emmené Léo à l'aquarium ce jour-là. Nous avons mangé de la glace, ri ensemble. C'était la première fois depuis longtemps que je me sentais père plutôt qu'un fils tiraillé dans deux directions. Cette nuit-là, Émilie m'a regardé au-delà de la table et a dit « Ils ne vont pas revenir de ça, n'est-ce pas ?» J'ai simplement secoué la tête car la vérité, c'était qu'ils étaient déjà partis. Tout ce que j'avais fait, c'était arrêter de prétendre qu'il valait la peine de les garder. Quand j'ai coupé les ponts avec mes parents, je pensais que cela finirait dans le silence. Peut-être quelques vagues de culpabilité, quelques conversations malsaines dans mon dos. J'avais sous-estimé à quel point leur désordre était profondément enraciné et je n'étais pas préparé à ce qui se passerait lorsque d'autres commenceraient à faire le lien. Cela a commencé avec Drew, mon cousin. Nous n'avions pas vraiment parlé depuis des années, mais quand ma sœur lui a raconté tout ce qui s'était passé, comment j'avais mis fin à leurs abus, comment j'avais exposé le prêt frauduleux, il m'a contacté immédiatement. Son premier message était court, j'attendais ça. Il m'a ensuite envoyé des captures d'écran, des messages de mes parents remontant au moment où mon père avait promis d'aider la mère de Drew à refinancer sa hypothèque après qu'elle ait perdu son emploi. Au lieu de cela, ils en ont profité, la convainquant de signer une garantie sur sa maison. Les documents étaient réels, mais l'aide était illusoire. Ils n'ont jamais payé un centime. Quand elle a posé des questions à ce sujet, ils lui ont dit que c'était désormais trop compliqué et elle a simplement abandonné. Il s'avère que je n'étais pas le seul à être saigné à blanc. Après Drew, Denise, une autre cousine. Elle m'a appelé sans prévenir et m'a demandé si c'était vrai que j'avais coupé les ponts avec eux. J'ai répondu par l'affirmative. Elle a éclaté de rire, mais d'un rire amer. Elle a dit, il était temps que quelqu'un ait du courage. Elle m'a raconté comment mon père l'avait convaincu de lui donner 10 000 $ d'une petite héritage qu'elle avait reçu après la mort de son père, en promettant qu'il investirait pour elle et l'aiderait à construire un avenir. Mais il avait disparu. Quand elle a mentionné cela plus tard, ma mère l'a accusé d'être avide et de manquer de respect envers la confiance familiale. Elle n'a jamais vu le moindre centime et ce n'était pas tout. Il s'est avéré que mes parents avaient laissé derrière eux un long sillage de ponts brûlés et de personnes tellement silencieuses, que personne n'avait pensé à comparer leurs notes. Mais dès que j'ai agi, c'était comme si tout le monde réalisait subitement qu'ils avaient tous été manipulés par les mêmes personnes, de façon légèrement différente. Même des personnes extérieures à la famille ont commencé à me contacter. Un homme nommé Walter m'a envoyé un email. Il a expliqué qu'il allait à l'église avec mes parents. Mon père lui avait demandé 3 000 $ en 2017 après avoir prétendu qu'ils allaient perdre leur maison. Walter avait donné l'argent en espèces. Mon père lui avait promis qu'il le rembourserait dans les 3 mois.
Mais il ne l'a jamais fait. Au lieu de cela, il a complètement cessé d'aller à l'église, disant à tous que Walter était instable et qu'il le harcelait. Ensuite est venue la véritable révélation. La mère de Drew, ma tante, m'a appelé. Elle avait l'air calme, mais un tremblement dans sa voix me disait que cela couvait depuis des années. Elle a dit, « Ta mère a volé à grand-mère. » J'étais à l'université lorsque ma grand-mère est décédée. Je ne m'étais pas occupé des affaires de l'héritage, je pensais simplement que tout était destiné à mes parents. Il s'est avéré que ma grand-mère avait laissé une petite collection de trésors, quelques bijoux anciens, des bons d'épargne anciens, une collection de pièces de monnaie. Dans un coffre-fort, il y avait une note manuscrite disant qu'elle souhaitait que ses biens soient partagés entre ses enfants. Mes parents n'en ont jamais parlé à personne. Ils ont vidé le coffre la semaine de sa mort et ont vendu les objets en silence. Ils ont dit au reste de la famille que ma grand-mère n'avait rien laissé. C'est à ce moment-là que les choses ont vraiment changé. À présent, j'avais une scène de théâtre vivante sous mes yeux, un jeu de trahison qui s'étendait bien au-delà de ma propre vie. Chaque pièce du puzzle s'assemblait, révélant des patterns de manipulation, de mensonges et de vol, que je n'avais pas voulu voir auparavant. Les conséquences de mes choix résonnaient non seulement dans ma propre famille, mais dans un réseau plus large, et cela me renvoyait à ma propre histoire. Finalement, j'avais pris la décision la plus difficile, faire face à ces vérités. Chaque révélation me donnait un peu plus de force. Tandis que mes sœurs, cousins et amis partageaient leurs expériences, je me rendais compte que nous avions tous été manipulés, mais chacun à notre manière. Nous étions finalement en train de reprendre notre voie, et c'était un puissant sentiment de libération. Le poids du passé, de la peur, de l'obéissance aveugle, commençait à se dissiper. Au fil du temps, le soutien mutuel entre moi et ma famille élargie grandissait, nous aidant à affronter ce que nous avions vécu. Les discussions avec Drew et Denise ont renforcé mon esprit, m'encourageant à dire tout ce que je n'avais jamais osé dire. J'avais compris que je ne portais pas ce fardeau seul, et ensemble, nous pouvions faire face à nos parents. C'était une lutte pour reprendre notre propre existence, pour prouver que nous avions de la valeur, que nous méritions mieux. La mère de Drew a engagé un avocat. Denise a intenté un procès civil. Quelqu'un d'autre, un type dont je ne me souvenais à peine lors des réunions familiales, l'a dénoncé pour abus financiers sur des personnes âgées. L'affaire a été rouverte. Mon avocat m'a informé que mes parents étaient maintenant sous enquête formelle. Pas d'accusation criminelle pour l'instant, mais la banque avait gelé tous leurs comptes communs dans l'attente de l'enquête. Ensuite, l'église à laquelle ils appartenaient a eu vent de tout cela. Mes parents n'étaient pas seulement membres, ils étaient visibles. Ma mère aidait à organiser des événements, à coordonner des dons, à planifier des activités. Elle était le visage du soutien communautaire. Mais quelqu'un au sein de l'église a commencé à examiner les comptes, a découvert de l'argent manquant, des reçus ne correspondant pas au dépôt, et trop de choses à son nom qui ne faisaient pas sens. On lui a demandé de démissionner en silence. Puis, leur propriétaire m'a contacté. Il a révélé que mes parents m'avaient désigné comme garant financier sans mon autorisation lors du renouvellement de leur bail. Je lui ai envoyé une déclaration notariée renonçant à toute association et fourni des documents de fraude. Leur loyer a immédiatement augmenté plus qu'une nouvelle évaluation était nécessaire. Ils ne pouvaient pas payer cette nouvelle somme. Plus tard dans la semaine, j'ai entendu parler par un voisin. Mes parents faisaient un vide-grenier, non pas pour obtenir de l'argent pour survivre, mais pour vendre les outils de mon père, les bijoux de ma mère, des meubles anciens, et même leur télévision. Les personnes qu'ils avaient autrefois impressionnées les observaient maintenant de l'autre côté de la rue, se demandant comment ce couple bien en apparence avec un fils parfait avait pu tomber si bas. Ils n'étaient pas tombés, ils avaient été traînés au sol par les mêmes personnes qu'ils avaient trompés, utilisés et manipulés. C'était comme voir un bâtiment s'effondrer au ralenti, chaque brique lâchée par des années de tromperie, et maintenant chacun d'entre nous était en train de le démolir. Je n'étais plus seul, ni eux, mais cette fois, ils étaient entourés de gens qui ne voulaient rien de sauf de la distance et peut-être une confession honnête qui ne viendrait jamais. À la fin, il n'y avait plus de bruit, plus d'appels téléphoniques, plus de mais, aucune communication de cousins, de voisins ou de faux soucis enveloppés de culpabilité. Juste le silence. Je ne savais pas que le silence pouvait être si satisfaisant. Mes parents avaient officiellement brûlé tous leurs ponts. Drew a bloqué leur numéro après avoir reçu une lettre de son nouvel avocat, une tentative maladroite de le faire culpabiliser afin qu'il retire sa plainte.
Denise a poursuivi son procès civil en partageant toute l'histoire à un site d'actualité locale qui enquêtait sur les abus financiers et l'escroquerie légataire. Ils n'ont pas utilisé de nom, mais quiconque connaissait mes parents savait exactement qui ils étaient. Ma sœur avait quitté la ville avec son fiancé, comme elle l'avait promis. Je l'ai aidé à faire ses bagages. Alors que nous fermions le camion, elle m'a dit, c'est comme s'ils avaient enfin rétréci. As-tu déjà remarqué à quel point ils semblaient si grands lorsque nous étions enfants? Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Ils nous avaient élevés pour les percevoir comme des figures imposantes, intouchables. Maintenant, ils avaient l'air petits, fatigués, mesquins, exposés. Leur maison a été mise en vente dans le mois. Ils n'étaient pas capables de suivre les coûts croissants par eux-mêmes. Les factures de services publics étaient en retard, leur voiturée avait disparu et ils vivaient avec ce qui leur restait. Les économies dont ils se vantaient autrefois étaient parties. L'église, la communauté, même leurs vieux amis s'étaient éloignés. Ils n'étaient pas des victimes, mais simplement confrontés aux conséquences de la tempête qu'ils avaient elles-mêmes engendrée. Je ne pensais pas beaucoup à eux après cela. La vie a continué. Léo a commencé à marcher. L'entreprise d'Émilie a continué à croître et j'ai trouvé une nouvelle énergie. J'ai cessé de penser que je devais m'excuser de prioriser ma propre famille. J'ai cessé de regarder par-dessus mon épaule chaque fois que je disais non à quelque chose. Un soir, quelques semaines après que la poussière se soit installée, Émilie et moi faisions la vaisselle après le dîner. Léo s'était endormi tôt et nous étions seuls dans la cuisine. J'empilais des assiettes quand elle a dit « Tu n'es plus l'homme avec qui je me suis marié ». Je me suis retourné, un peu choqué, et elle me regardait simplement. « Tu es meilleur, plus fort ». Elle ne rougissait pas, ne plaisantait pas. Elle l'a dit comme si elle y avait réfléchi depuis un moment. Je n'ai rien dit tout de suite, restant là avec une assiette humide dans la main, le cœur battant plus fort qu'il ne l'aurait dû. J'avais envie de lui dire combien cela comptait pour moi. Je voulais lui dire que j'avais tellement essayé de changer et que parfois, je pensais encore que ce n'était pas suffisant, mais je n'arrivais même pas à aligner les mots. Elle a quitté la cuisine et a éteint la lumière, me laissant dans l'obscurité pendant quelques secondes. Je trouvais cela stupide de m'émouvoir pour une telle chose, pour une seule phrase, mais j'avais passé toute ma vie à essayer de plaire à des gens qui m'envoyaient valser, qui me prenaient pour un simple outil, un distributeur automatique ambulant, sans pensée ni limite. Et maintenant, ici, j'étais silencieusement reconnu par la seule personne dont l'opinion comptait vraiment. Et la partie folle, c'est que je ne comptais même pas en parler à qui que ce soit, ni à Reddit, ni à mes amis, ni même à ma sœur. Ce n'était pas une question de honte, juste que cela se sentait sacré, comme quelque chose que j'avais acquis avec du sang, du silence et des décisions difficiles, quelque chose que je ne voulais pas abaisser en le transformant en un titre accrocheur. Pour la première fois de ma vie, je ne cherchais pas l'approbation. J'étais fier de qui j'étais, non seulement parce que j'avais affronté mes parents, mais aussi parce que j'avais cessé de permettre aux autres de définir ce que signifie être un bon homme. J'avais une épouse qui me voyait. J'avais un fils qui grandirait en sachant comment un homme devrait se comporter, et qui n'aurait jamais à se demander s'il était secondaire à l'ego de quelqu'un d'autre. Et j'avais la paix, une vraie paix, solide, sans rien à prouver. Tout le monde n'a pas cette chance. Tout le monde ne s'échappe pas de la gravité de personnes comme mes parents. Mais moi, oui. Je n'ai pas gagné en me battant, je suis sorti victorieux en m'éloignant et en le reconnaissant. 4 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais coupé les ponts avec mes parents, et je n'avais aucune intention de leur écrire à nouveau. Tout semblait être dans le calme, tranquille. Nous avons continué d'avancer. Émilie, Léo, qui marchait maintenant, babillait sans cesse, et nous étions occupés à profiter des choses de la vie, des choses normales et paisibles. Mais ensuite, il s'est passé quelque chose la semaine dernière, quelque chose que je ne m'attendais pas à recevoir. J'ai reçu une lettre manuscrite par la poste, sans adresse d'expéditeur. L'écriture était familière, mais je ne parvenais pas à la situer au début. Je pensais que peut-être c'était d'un des membres de la famille plus âgés. Je l'ai ouverte en me tenant près de ma boîte aux lettres. C'était de mon père, de mon grand-père, que je n'avais pas vu depuis que j'étais adolescent. Voici le choc, je pensais qu'il était mort. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas, il s'était juste éloigné. La lettre était courte, directe, sans embellissement. Il disait avoir entendu par quelqu'un en ville que j'avais enfin rompu la chaîne. C'était la phrase qu'il avait utilisée. Puis il a écrit
Je suis parti quand ton père est devenu adulte car je ne pouvais pas défaire ce qui avait déjà été fait. Je l'ai vu devenir l'homme que j'avais été et je ne savais pas comment le corriger. Je suis resté sur le pas de la porte et j'ai lu cela encore et encore. Il a mentionné qu'il avait vécu tranquillement à l'Ouest, qu'il ne s'était jamais remarié, qu'il avait simplement disparu de la famille. Il n'avait jamais communiqué, estimant qu'il ne le méritait pas, mais il avait entendu parler de ce qu'il s'était passé, de tout ce qui s'effondrait, et il a dit qu'il espérait que je ne disparaîtrais pas comme lui. Il a ajouté que cela avait un sens que quelqu'un ait finalement arrêté le cycle. Et il a terminé ainsi. Si jamais tu veux parler, j'aimerais rencontrer l'homme qui a fait ce que je n'ai pas pu faire. Je ne savais pas comment répondre. Je ne le sais toujours pas. Je ne lui ai pas encore écrit. J'en ai parlé à Émilie et elle m'a simplement regardé en disant « Maintenant, cela dépend de toi, pas d'eux ». Elle se réfère à mes parents, aux fantômes de qui ils étaient, à tous ceux. Je ne sais toujours pas si je vais répondre. Peut-être que je le ferai, peut-être pas. Mais cela m'a perturbé pendant quelques jours. Pas de mauvaise manière, juste que cela a ouvert une porte que je pensais fermée. Cela m'a amené à me demander à quel point tout cela est profond, depuis combien de temps ces cycles continuent de rouler dans notre lignée. Mais voici ce que je sais, j'ai l'opportunité d'agir différemment. Léo ne sait rien de tout cela. Tout ce qu'il sait, c'est que son papa est à la maison, que sa maman sourit davantage et que nous dansons comme des fous dans la cuisine le week-end. Il n'a jamais à écrire une lettre comme celle-ci à son propre enfant. C'est cela qui compte. C'est cela qui me soutient. Mais oui, un chapitre inattendu, et je crois pas que ce soit le dernier.